D'un côté, on pousse les employés, les salariés à utiliser des outils IA, mais on sait que ces outils-là, ils sont beaucoup plus consommateurs d'eau et d'énergie. Ouais. Et donc, quel est l'équilibre? Est-ce que je favorise l'adoption au détriment d'engagements environnementaux et sociétaux? Comment je sensibilise les salariés à utiliser les bonnes solutions? Est-ce que j'ai besoin toujours de l'IA générative? J'ai besoin peut-être de modèles prédictifs plus simples, moins consommateurs d'énergie. Ouais. Et en fait, l'équilibre, il est difficile à trouver. Et toutes les entreprises, elles cherchent la bonne solution pour ce point-là. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais derrière le bruit, se passe-t-il vraiment grand-chose? Ici, on déconstruit, on analyse, on partage les retours d'expérience des pionniers. Que vous soyez dirigeant, manager, RH ou juste curieux, le podcast Besoin de rien, envie d'IA est fait pour vous. Vous y découvrirez ce que l'IA transforme déjà, vos organisations et votre rapport au travail. Ce podcast est sponsorisé par 365 Talents, solution d'IA qui cartographie les compétences des grandes entreprises. Elle permet aux experts RH de piloter leur stratégie talent, d'anticiper l'avenir et de se transformer via une approche centrée sur les compétences. Besoin de rien, envie d'IA est présenté par Lobna Kaleja, ex-DRH devenue exploratrice de l'IA pour les organisations. Elle accompagne dirigeants et RH à transformer leurs pratiques via son offre de conseils, de formation et de conférences. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 5e épisode de la 2e saison de Besoin de rien, envie d'IA. Aujourd'hui, j'accueille Rachid Hamouda, directeur de la stratégie data et IA à la Française des Jeux, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Je ne suis pas trompée. Ça fait ça. Merci. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Rachid avec nous qui va nous raconter la genèse du projet IA à la Française des Jeux. On va aborder aussi tout le processus décisionnel qui les a amenés à décider de déployer tel usage plutôt qu'un autre. On va évidemment parler de leur stratégie pour accompagner les collaborateurs dans l'adoption et l'acculturation à l'IA. Et un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est qu'on va parler enfin d'IA éthique et responsable à la fin. Last but not least, restez avec nous. Ce que je vous propose également, c'est de prendre 2 petites secondes, d'aller cliquer en bas pour vous abonner au podcast si vous l'aimez. Faites-le connaître, aidez-nous à le rendre accessible au plus grand nombre pour en faire profiter vos collègues, camarades et autres. Et on sera ravis effectivement que le travail que l'on fait serve au plus grand nombre. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette petite introduction, je reviens vers toi Rachid. Encore 1000 merci d'avoir accepté mon invitation et j'aimerais qu'enfin tu puisses te présenter. Merci beaucoup Lobna. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Besoin de rien, envie d'IA, un sujet qui me tient à cœur et qui est un sujet d'actualité. Je m'appelle Rachid Hamouda, je suis directeur de la stratégie data IA au sein du groupe FDJ United, anciennement la Française des Jeux, que j'ai rejoint il y a 1 an et 1 mois pour mener ce projet de transformation à l'échelle du groupe. Et donc, c'est toujours un plaisir d'être là, de partager mon expérience, d'échanger avec toi d'une manière informelle et détendue, et notamment partager ça avec nos auditeurs. Génial. Je suis sûre que tu as plein de choses géniales à nous raconter. La préparation était pleine de promesses. Moi, j'aimerais que tu nous dises déjà ce que fait la Française des Jeux, parce que je pensais connaître la Française des Jeux, et je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, la Française des Jeux, qui est devenue FDJ United depuis presque 2 ans, après l'acquisition de Kindred, qui détient notamment la marque Unibet, est un groupe qui est très ancré dans la culture française parce qu'il a été fondé en 1903 pour venir en aide aux anciens combattants, aux invalides de guerre. Et en fait, les racines de ce groupe-là, elles plongent très loin dans l'entre-deux-guerres. Et depuis, ce groupe-là a évolué récemment, notamment avec l'acquisition de Kindred pour devenir un acteur international. Donc, on passe d'un groupe franco-français à un groupe projeté sur la chaîne internationale. Et c'est un groupe qui a 2 principaux business. Le premier, c'est un business de monopole qui est autour de la loterie et des paris sportifs en point de vente. C'est quelque chose qui est, je dirais, un droit exclusif de l'État qui est mis entre les mains de la Française des Jeux pour l'opérer pour le compte de l'État. Et le deuxième volet business, c'est tous les paris sportifs en concurrence. Là, il y a plusieurs acteurs sur le marché qui sont
en totale concurrence. Et la Française des Jeux opère avec ses deux jambes, la loterie et les paris sportifs en point de vente et les paris sportifs en ligne. Donc globalement, on a plus de 33 millions de clients, dont une dizaine de millions qui sont des joueurs en ligne. Donc tout de suite, on est projeté dans un groupe vraiment d'une certaine envergure et d'une certaine taille. Et évidemment, cette taille, cette envergure et cette exposition fait aussi que c'est un groupe qui doit aussi assumer un certain nombre d'engagements envers la société. On va y venir, c'est top. Effectivement, moi je connaissais que la partie de loterie. J'imaginais des petites choses sur la partie autre, paris sportifs, mais effectivement, j'imaginais pas. Et tu me disais en termes d'effectifs, le pourcentage de salariés tech. Alors, à peu près, les salariés tech, c'est autour de la moitié des effectifs. On n'imagine pas. Voilà. Et parce que, en fait, on est une entreprise qui est principalement dématérialisée. Et donc, quelque part, tous nos effectifs, c'est autour de la construction d'expériences clients, d'expériences de jeu en France, mais aussi à l'international. À l'international, je citerai par exemple le casino en ligne, qui est présent dans plusieurs pays européens. Et donc, toute cette dimension-là, c'est comment je crée les bonnes applications, les bonnes solutions, les bons parcours clients pour que le jeu reste quelque chose d'agréable, de récréatif et ne dépasse jamais les limites ou les bornes en termes de... Et on verra tout à l'heure, parce qu'en termes de use case, tu m'as partagé un use case que je trouve absolument génial, qui protège les joueurs éventuellement des addictions. Donc, on va y revenir. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Si on revient au tout début, à la genèse du projet IA, pourquoi et quand la Française des Jeux a décidé de s'intéresser au sujet? Quelle était la vision autour du sujet? Quel était le why, en fait, c'est les grandes raisons de s'intéresser à l'IA? Alors, la première chose, c'est que l'IA n'est pas un sujet nouveau au sein de la Française des Jeux. C'était un sujet qui était traité depuis plusieurs années au sein du groupe, à travers des algorithmes, des mécanismes de décision, de ciblage de clients. Et avec l'émergence de l'IA générative, le groupe a décidé, je dirais, de prendre le sujet à bras-le-corps, en nommant un Chief Data IA Officer qui est Sébastien Rosanes, il y a presque 2 ans. Et l'idée, c'est de donner vraiment plus de moyens à cette nouvelle révolution. Donc, il fait partie du comité exécutif du groupe et son arrivée a coïncidé avec la centralisation et la mise en commun de tous les profils et tous les talents qui traitent de la data et de l'IA au sein du groupe. Et moi, j'ai rejoint Sébastien 6 mois après son arrivée pour faire partie de cette aventure, pour l'accompagner dans ce projet de transformation qui touche tout le groupe et tous les aspects du business. En fait, c'est un projet structurant et transformant pour le groupe. Quand vous avez, au tout début des grands sujets, quelles ont été les premières actions mises en place? Est-ce que ça a été d'abord de la formation? Est-ce que ça a été la gouvernance? Est-ce que ça a été le fait de poser une stratégie, une vision? Voilà. Comment vous avez abordé le sujet? Alors, la première chose, Lumia, c'était effectivement de poser un cadre et une stratégie en disant quelle est ma vision en tant que groupe pour traiter le sujet IA et sous quel angle et comment j'affiche ces engagements. Et donc, la première chose, c'était d'élaborer la stratégie IA du groupe. Et pour faire ça, on a défini un programme qui s'appelle Game Changer AI. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'univers des jeux, mais c'est aussi pour renforcer et insister sur le côté transformant de l'IA à 3 titres. Un, c'est transformer le business lui-même, parce que l'univers des jeux, avec l'arrivée de l'IA, va complètement se transformer. Et non seulement la partie jeu, mais aussi la partie jeu responsable. Et en fait, la soutenabilité de notre activité et notre business vient du fait qu'on traite un jeu responsable et qui soit maîtrisé. Le deuxième volet, c'est comment l'IA peut nous rendre plus efficaces opérationnellement, comment on peut faire plus de choses avec moins de moyens ou plus de choses plus qualitatives. Tu n'as pas parlé de productivité, ça me va bien. Donc, efficacité opérationnelle, exactement. Ça me va. Plus qualitativement, et notamment dans tout ce qui est processus dans l'entreprise à tous les niveaux. Et le troisième volet, et qui selon moi le plus important, c'est sur le volet des compétences et de nos collaborateurs. Bien sûr. Cette adoption de l'IA ne peut se faire que si les collaborateurs sont en confiance, sont à l'aise et s'approprient et utilisent l'IA dans leur quotidien. Et donc, l'une des premières briques, c'est d'articuler notre programme autour de ces 3 priorités
Et la priorité des priorités, c'est vraiment de lancer un programme de montée en compétences, d'acculturation autour de sujets de l'IA pour que l'ensemble des salariés, sans exception, puissent s'approprier ces outils-là et puissent monter en niveau sur le sujet IA. Alors, on parle des compétences de l'IA, mais il y a aussi les compétences des collaborateurs qui peuvent être améliorées, augmentées, développées via l'IA. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou pas du tout? Exactement. En fait, nous, en travaillant sur ces aspects-là, on avait bien conscience que le niveau de maturité de chaque collaborateur est différent entre un développeur informatique qui, par essence, traite des objets technologiques. Il est très sensible aux dernières tendances, aux manières de développer, et quelqu'un qui gère au quotidien des processus financiers. Les besoins en termes d'objets IA et de routine IA ne sont pas les mêmes. Donc nous, on a articulé notre académie entre 3 niveaux. Il y a le niveau 1 qui est un niveau d'acculturation pour tout le monde. L'idée, c'est de présenter les concepts clés, de manipuler, de vulgariser. Qu'il y ait une compréhension globale, collective. Exactement. Aligner la compréhension. Tout à fait. Et l'idée, c'est que tout le monde ne soit pas laissé à l'écart et tout le monde puisse toucher du doigt ce nouveau sujet émergent. Le deuxième niveau, c'est un niveau opérationnel. Comment certains profils peuvent, au quotidien, quand ils manipulent des données ou qu'ils mettent en place des agents, puissent utiliser les bons outils avec le bon niveau de sécurité, le bon niveau de confiance, en mettant en place les mécanismes, en mettant en production des choses fiables. Et le dernier niveau, ce que j'appelle le niveau d'expertise, c'est vraiment les fers de lance dans cette transformation, c'est les profils les plus pointus. Donc, pour te donner un ordre d'idée, le premier niveau, c'est 100% des collaborateurs. Le deuxième niveau, c'est 10% des collaborateurs. Et le dernier niveau, très expert, c'est 1% des collaborateurs. Donc, c'est 100%, 10% et 1%. Alors, j'allais revenir au pourcentage parce que je trouve ça intéressant, parce que c'est quand même ambitieux de se dire que 100% des collaborateurs vont être acculturés à l'IA. Pourquoi 100 et pourquoi pas une côte mal taillée à 80 en disant, bon, à 80, on est bien. Pourquoi vous avez voulu aller jusqu'au bout du truc? Alors, on a voulu aller jusqu'au bout parce qu'on a la conviction qu'on ne peut pas opérer ces transformations sans embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et on a eu des débats avec le CSE sur ce sujet-là. C'est comment aider à tous les collaborateurs à monter dans ce bateau qui est celui de l'IA, tout en ne laissant personne sur le côté, mais en même temps, tout en améliorant le quotidien de ces salariés-là, en les déchargeant d'activités répétitives, des choses que l'IA peut faire très rapidement, d'une manière efficace, et de faire monter le niveau de compétence de chacun de ces salariés-là. Évidemment, ça pose aussi la question de la charge cognitive. C'est qu'en éliminant les tâches répétitives, tout de suite... On va y revenir là-dessus. Non, mais je reste sur la formation déjà. Je n'ai pas fini sur la formation. Donc, objectif, on forme 100% des collaborateurs. Enfin, on a culture plus 100%. 10%, on a un niveau middle. Et 1%, on les pousse à devenir experts. Est-ce qu'on a décidé, enfin, est-ce que vous, je suis à la Française des Jeux, tu vois, est-ce que vous avez dit, on forme d'abord les équipes tech ou on forme d'abord les managers? Est-ce qu'il y a eu un ordre de passage ou est-ce que vous avez formé tout le monde en même temps? Parce que c'est une vraie question qu'on se pose. Par qui on commence? Est-ce qu'on fait ça par étapes ou pas? Comment vous avez fait? Alors, nous, on s'est posé cette même question et objectivement, on n'a pas trouvé la réponse. Donc, on a commencé par un pilote en faisant un appel au volontariat. Et donc, on a eu à peu près 150 personnes qui étaient volontaires. Et après, en fait, ces 150 personnes ont commencé à parler autour d'elles avec un dispositif de communication. Il y a eu de plus en plus de personnes qui étaient en train de se former. Boule de neige. Voilà. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a regardé un peu la répartition des personnes formées, et on s'est rendu compte qu'évidemment, il y a des distorsions et des déséquilibres entre les différentes directions. Et donc là, on a dit, on ne peut pas garder ces déséquilibres dans la durée, sinon ça va accentuer, cet écart autour de l'IA. Et donc là, on a corrigé en disant, on va cibler telle ou telle direction pour qu'il y ait toujours la même proportion et que le groupe avance, en pack serré dans cette organisation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des typologies de métiers qui se sont moins emparés du sujet que d'autres? Tu pourrais nous en dire plus ou pas? Alors, souvent, on nous dit que le juridique, par exemple, et certaines fonctions support
sont pas intéressés, le juridique, parce qu'ils considèrent que les IA génératives répondent pas à leurs enjeux de fiabilité, etc. D'autres, tous les assistants, souvent sont pas intéressés parce qu'elles ont peur de perdre leur job. Est-ce que vous constatez comme ça qu'il y a des métiers qui se sont pas emparés du sujet? Objectivement, non. Pour moi, tous les départements de l'entreprise avaient conscience de l'impact phénoménal de l'IA dans leur métier. Je prends l'exemple du juridique. Comme on est devenu un groupe international, parfois il y a de nouveaux textes réglementaires qui apparaissent dans un autre pays. Et la direction juridique est obligée de réagir rapidement. Donc, ils ont besoin d'outils qui permettent de traduire, de faire la synthèse, de se dire quel est l'impact de cette nouvelle régulation sur mon métier. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que tous les métiers sont touchés et tous les métiers étaient réceptifs à l'impact que va avoir l'IA dans leur domaine. C'est juste que tu nous disais qu'il y a des... Tu sais, quand vous avez regardé les métiers qui s'étaient formés versus les autres, il y avait un petit décalage, c'était plutôt là-dessus. Voilà. En fait, il y avait les métiers, ce que j'appelle, moi, fixes et itinérants. Disons que les gens qui étaient dans des bureaux étaient plutôt réceptifs. Par exemple, les forces commerciales, comme elles sont dans le contact au quotidien, en fait, elles vont privilégier toujours ce lien très fort qui est de l'humain. Et même si elles sont réceptives à des solutions IA, par exemple, pour faire le compte-rendu d'une visite d'un commercial, ça lui fait gagner du temps. Pour préparer sa visite, ça lui rappelle quelle est la dernière visite, préparer le brief. Donc, il y a pas mal de sujets aussi autour. Ils sont moins devant leur ordinateur, donc de façon très intuitive, ils ont potentiellement moins le réflexe. Voilà. Et l'autre exemple, Lumna, c'est l'exemple de tout ce qui est création média, et notamment les créatifs. On pourrait penser que l'IA va remplacer une partie de leur job, mais en fait, paradoxalement, c'était les premiers à s'accaparer ces outils-là, à les utiliser, à les tester, à les fine-tuner, à faire le bon assemblage des outils, parce qu'il n'y a pas un outil qui est une solution miracle à tout. Mais en fait, en général, c'est un assemblage de plusieurs outils qui permet d'atteindre le résultat convenu. Et c'était parmi les équipes les plus volontaires, les plus à la pointe. Et évidemment, en testant des outils différents, en faisant des retours d'expérience, en comparant, en s'appuyant peut-être sur des agences créatives aussi qui font partie du panel de nos prestataires. Bien sûr. Donc eux aussi, ils sont touchés. Et même un autre exemple, par exemple, le département RSE, lui aussi, il est touché parce qu'en fait, on a des obligations pour tracer nos achats, notre empreinte carbone, pour collecter les informations sur nos fournisseurs. Et l'IA peut être d'une grande aide pour venir préparer, pour faire du market intelligence, collecter toutes les informations dont on a besoin et préparer le travail pour créer notre rapport RSE, tracer nos achats, je dirais, en bois, parce qu'on consomme du papier, et on a des obligations sur la traçabilité de la provenance du bois. Donc, tous ces sujets-là peuvent être, je dirais, traités, opérés par de l'IA. Alors, je pensais revenir à la RSE tout à l'heure, mais comme j'ai déjà mis le sujet de la charge cognitive après, je veux juste rester focus et qu'on n'oublie pas. Restons sur la RSE. On a aujourd'hui, et je perds pas le fil, on va redérouler la suite, mais le sujet, il est important. Le sujet RSE, c'est un peu un vrai paradoxe aujourd'hui où nos organisations ont pris des engagements RSE très forts. Réduction de l'empreinte carbone, des sujets en lien avec la partie sociétale, en lien avec nos bureaux, enfin les logements. Les bureaux dans lesquels on travaille. On a pris des engagements très forts et là, on est en train de se dire qu'avec l'IA, qui est très, très consommatrice, notamment en énergie, qui a aussi des risques, les risques sociétaux qu'il y a derrière, on est en train de se dire, mais comment on arrive à gérer ces deux paradoxes? Je te laisserai répondre, mais je reviens juste à ce que tu disais. De ce que tu viens de partager, l'IA, effectivement, il y a ce paradoxe-là, mais néanmoins, l'IA peut aussi aider à réduire effectivement notre empreinte carbone sur certains sujets. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, Lumna, là où tu as raison, c'est qu'on est dans cette forme de schizophrénie. D'un côté, on pousse les employés, les salariés à utiliser des outils IA, mais on sait que ces outils-là, ils sont beaucoup plus consommateurs d'eau et d'énergie. Et donc, quel est l'équilibre? Est-ce que je favorise l'adoption au détriment d'engagements environnementaux et sociétaux? Comment je sensibilise les salariés à utiliser les bonnes solutions? Est-ce que j'ai besoin toujours de l'IA générative? J'ai besoin peut-être de modèles prédictifs plus simples, moins consommateurs d'énergie. Et en fait, l'équilibre, il est difficile à trouver. Et toutes les entreprises, elles cherchent la bonne solution pour ce point-là. Néanmoins, l'IA, non seulement elle permet de calculer le bilan carbone, mais
aussi toutes les activités, les tâches qui sont elles aussi consommatrices d'énergie. Donc en fait, l'IA aussi, elle permet d'éviter un certain nombre d'activités. Merci. Et ça aussi, il faut qu'on l'inclue. C'est là que je voulais que tu en aies. Voilà. Oui, absolument. Il faut qu'on l'inclue dans l'équation. Si aujourd'hui, je transfère pas d'email, j'envoie pas des fichiers, j'imprime pas du papier et je fais des choses beaucoup plus rapidement, ça permet d'éviter à une personne de se déplacer, de prendre le train, de faire une réunion et d'atteindre le résultat. Donc l'IA, comme tout progrès, a beaucoup de choses positives, mais il y a quelques inconvénients qu'il va falloir détourer. Moi, je prends toujours l'exemple de la voiture. La voiture, elle pollue. Ouais. Néanmoins, personne aujourd'hui ne reviendra sur à dos de cheval. À cheval, parce que... Ou à dos de chameau. Ouais, exactement. Et ça revient... Donc, quelque part, ça pousse même l'innovation en disant comment je limite la pollution, comment je limite les émissions des véhicules. Pour l'IA, il faut qu'on aille vers des solutions qui soient plus sobres, des LLM. En fait, les LLM, c'est les modèles de large language. On peut utiliser des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus ramassés, moins consommateurs. Okay. Et donc, il faut être très frugal et très sobre dans l'utilisation de l'IA. Complètement. Moi, c'est quelque chose que je défends et je trouve que c'est important qu'on en parle. Et tu vois, on a beaucoup opposé, à juste titre, ce paradoxe entre nos engagements RSE et nos envies en tant qu'organisation de s'emparer de l'IA pour les avantages, évidemment, que ça procure. Déjà, tu n'as pas fait le premier écueil de parler de productivité, donc vraiment, merci. Moi, j'ai une vraie conviction, c'est que la productivité, d'abord, on ne va pas l'avoir tout de suite parce qu'on est encore dans la phase de test and learn, on est encore dans les investissements en temps, en argent. Donc, le retour sur investissement, on ne va pas l'avoir tout de suite. Mais pour moi, la productivité, c'est une conséquence. Ça ne peut pas être l'objectif. Quand c'est l'objectif, je crois qu'on passe à côté du sujet. Mais ce que je comprends de ce que tu nous partages, et je pense que ceux qui nous écoutent apprécieront, c'est de se dire que oui, il y a ce paradoxe-là entre la RSE et la consommation de l'IA. Et malgré tout, l'IA peut, si on l'intègre bien, intelligemment dans notre réflexion RSE, elle peut déjà nous aider à mieux mesurer, évaluer et donc améliorer, mais elle peut aussi nous aider à réduire. Tout à fait. Ouais. Donc il y a une question il y a une balance à peser entre le plus et le moins. C'est ça. Tout à fait, ouais, exactement. Et aujourd'hui, comme ce sujet vient d'apparaître, on est ce que j'appelle dans la phase d'exploration, de fascination, et on n'arrive pas encore à bien maîtriser le sujet collectivement. Et évidemment, on va monter en maturité collectivement en tant qu'entreprise pour finalement venir petit à petit converger vers la solution qui soit la plus efficace et la plus pertinente pour chaque contexte. Alors, sans rentrer dans la technique, parce que c'est pas mon sujet, c'est pas là où j'ai le plus de billes, j'ai cru comprendre que des solutions comme Microsoft, comme Google, avaient fait un gros travail pour être un peu moins énergivores. Ils ont pris des engagements très sérieux. Alors, ce sont des engagements à date. Notamment, je crois que Microsoft envisageait une réduction importante de leur empreinte carbone à 2030. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, en fait, je sais que ces entreprises ont pris des engagements, mais d'un autre côté, en fait, les entreprises et dont je fais partie et même le particulier que je suis, on utilise ces intelligences d'une manière de plus en plus intensive. Oui, et donc, quelque part, j'ai bien peur que l'un compense l'autre. Et qu'à terme, ça n'enlève en rien notre responsabilité individuelle en tant que personne, mais aussi professionnelle dans les solutions qu'on met en place dans l'entreprise, de prendre cette dimension en jeu. Et le piège, à mon avis, c'est quelque part d'évacuer le sujet en disant que c'est le scope 3, donc c'est mes fournisseurs, c'est à eux de s'occuper de ce problème. Mais en fait, ça revient à fuir ses propres responsabilités. Il faut absolument lister quelles sont toutes les solutions IA dans l'entreprise, quelles sont leurs efficacités, se poser la question, est-ce qu'il y a des biais, combien ça consomme d'énergie, est-ce que c'est la bonne solution, et venir revisiter ça régulièrement, parce qu'en fait, les technologies évoluent rapidement, elles sont de plus en plus efficaces, et c'est quelque chose qui est un devoir professionnel et moral. Professionnel, c'est notre quotidien, et moral, c'est envers la planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté les fournisseurs, donc les outils qu'on utilise, sur lesquels on n'a pas la main, mais il y a aussi notre utilisation à nous. Donc, de ce que j'entends, il y a quand même des choses à mettre en place pour avoir une utilisation plus... On reviendra après sur l'IA éthique et responsable, mais effectivement, tu parlais d'utiliser moins frénétiquement. C'est effectivement ne pas faire de vidéos, ne pas faire de visuels quand c'est pas utile. C'est de ça que tu parlais ? Exactement, tout à fait. D'éviter, parfois, il y a des choses
presque contre-intuitive. C'est les formules de politesse, ça génère plus de tokens dans la requête. Oui, alors on arrête les s'il te plaît, les merci, les bonjours avec ChatGPT, Claude. Vraiment, par pitié, on arrête. Ouais. On s'est tous trompés et là, il faut qu'on arrête, oui. Donc voilà, de chaque fois qu'on utilise ces IA, d'avoir un petit mouvement de recul en disant est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que je l'utilise à bon escient ? Est-ce que finalement un moteur de recherche ne fait pas la même chose ? Donc c'est quelque chose de vraiment une prise de conscience individuelle et une vigilance aussi à mettre en place. Ça, c'est un sujet, tu vois, moi qui forme les entreprises, ça m'est systématiquement demandé dans les formations. Comment sensibiliser les collaborateurs à une utilisation responsable, à utiliser les IA génératives quand c'est nécessaire, et effectivement ne pas aller sur des cas d'usage qui sont pas essentiels. Donc hyper clair. Donc, on a parlé un petit peu de la formation. Dernière question sur la formation avant qu'on aborde la question des cas d'usage. Sur la formation, vous avez fait comment ? Ça a été du e-learning, du présentiel, des gros blogs, des petits blogs. Comment est-ce que vous avez accompagné les équipes pour le niveau 1 en fait ? Donc là, en fait, on a construit une académie avec les 3 niveaux dont j'ai parlé. Oui. Le premier niveau, c'est un e-learning de 45 minutes. OK. Et le deuxième niveau, c'est des sessions présentielles avec des experts un peu plus pointus et avec du e-learning en formation continue. Okay. Et le dernier niveau, qui est le niveau expert, là, c'est des sessions ad hoc parce que ça demande une certaine technicité. Bien sûr. Voilà. Et pour animer tout ça, on a construit une académie interne. Et cette académie, on l'anime dans le temps avec des événements, des animations, des incentives pour garder toujours le fil avec les salariés, pour créer du contact. Il n'y a pas que de la formation, il y a aussi effectivement l'animation d'une communauté pour créer des choses, pour donner envie, pour que ce soit toujours dans l'état d'esprit. C'est pas un truc, en gros, on a suivi le e-learning, après on retourne travailler, on passe à autre chose. Donc vous avez essayé de créer ce qu'on appelle un momentum, en fait. C'est un vrai un environnement qui s'y prennent, dans lesquels les collaborateurs vont partager ce qu'ils ont appris, ils vont aller s'inspirer avec des prises de parole venant de personnes qui sont un peu plus avancées, c'est ça ? Exactement. Et en fait, non seulement c'est un momentum autour du sujet de l'IA, mais c'est aussi le but de créer une communauté. Super. En fait, cette communauté-là, demain, elle va être celle qui va porter ces sujets dans chacun des départements. C'est elle qui va être nos relais en termes de transformation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ces 2 piliers, de créer le momentum, mais aussi de fédérer une communauté d'experts qui peuvent échanger les bonnes pratiques, qu'on invite à des événements exclusifs sur lesquels on va avoir un lien particulier. Ils vont avoir des accès privilégiés à certains outils, à certaines formations, pour Super. qu'ils puissent se sentir confortés dans ce rôle d'ambassadeur auprès de leur métier. Alors, chez vous, c'est des ambassadeurs. Ailleurs, il y a des champions, il y a des référents. Vous, c'est des ambassadeurs. J'adore la terminologie parce que... Nous, c'est ambassadeurs et champions. On utilise des deux. Donc, on n'a pas tranché. Super. J'ai eu un débat avec Élise Viard de chez Sopra Steria. Coucou Élise, si tu nous regardes, sur attention, un champion, c'est pas un référent. Et j'ai eu du mal à voir la différence. Elle m'a expliqué sa vision et je trouvais ça assez intéressant comme regard. Donc, OK, sur la partie formation, déjà, merci, c'est hyper clair. Et du coup, ça permet, j'imagine, à ceux qui nous écoutent, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous les poser sur LinkedIn, on y répondra très volontiers. On en revient à la partie cas d'usage, parce que quand on parle d'IA, la deuxième question après quel outil tu utilises, c'est quoi tes cas d'usage. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va sortir des cas d'usage RH, parce que je pense qu'on en a tous déjà pas mal entendu. Et je trouvais que les cas d'usage que tu nous as partagés étaient intéressants. Mais avant de nous parler des cas d'usage, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez choisi les cas d'usage, pourquoi vous avez dit ceci et pas cela. Donc, au-delà du cas d'usage en lui-même, ce qui va m'intéresser, c'est le processus qui vous a permis de prendre une décision. En fait, pour revenir à la définition de la stratégie, une fois qu'on a défini nos priorités stratégiques, on a mis en place une démarche structurée qui est d'aller voir chacun des métiers, chacun des départements, en disant comment l'IA peut vous aider au quotidien pour venir, passer en revue tous les usages possibles de l'IA dans chaque département. Et une fois qu'on a collecté ces cas d'usage-là, on a travaillé avec chacun des métiers sur le potentiel de gain. Alors, attends. Avant le potentiel de gain, vous avez travaillé en mode workshop, c'est ça ? Exactement, avec chacun des métiers. Avec les métiers. Comment ? Parce que ceux qui nous écoutent, ils vont dire, attends, il nous manque un truc, il nous manque une info. Tu sais, on dit souvent qu'en IA, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si tu dis en quoi l'IA peut t'aider, si je ne sais pas ce que l'IA peut faire, je ne sais pas. Donc, comment, avant d'en arriver à ces cas d'usage,
Vous êtes parti des problématiques et des irritants. Vous êtes parti d'où? En fait, on est parti de 2 points. En fait, le premier, c'est tout ce qui est irritant au quotidien des directions. Et le deuxième, c'est qu'on se fait aider par un cabinet de conseil en stratégie qui va apporter un regard externe en disant... Va nourrir la réflexion. Exactement. Voilà les cas d'usage qui ont été vus dans d'autres entreprises leaders sur le domaine. Et donc, la rencontre des deux, les points de friction au quotidien, plus les cas d'usage externes, viennent construire un portefeuille d'initiatives. Et la bonne nouvelle, le bien, c'est que les métiers avaient déjà phosphoré, déjà réfléchi sur le sujet. Comme le sujet était dans l'air du temps, chaque métier était déjà bien mûr et bien mature pour échanger sur le sujet. Et ce qui est vraiment très impressionnant à la Française des Jeux, il y a eu un vrai travail, je dirais, de réflexion, d'intellectualisation de l'impact de l'IA sur le quotidien de chaque département. Génial. Donc, une fois qu'on est discuté avec chacun des métiers, on a construit un portefeuille de cas d'usage pour chaque métier. J'aime bien le concept de portefeuille de cas d'usage. Je ne l'avais pas, celle-là. D'habitude, on parle de bibliothèque. Donc, je vais garder la notion de portefeuille. Ça vient de portfolio management. L'idée, après, c'est de devenir chaque initiative ou chaque cas d'usage devienne un projet qu'on met en place ou un produit qu'on livre à ce métier. Et la question qui est venue tout de suite derrière, c'est comment je priorise ce cas d'usage. Est-ce qu'il est compliqué à mettre en œuvre ou pas ? Est-ce qu'il a un rendement plus fort qu'un autre cas d'usage? Qu'est-ce que ça apporte? Quel gain? Est-ce que c'est un gain financier? Est-ce que c'est un gain en temps de travail? Est-ce que c'est un gain en qualité? Et en fait, on a essayé d'harmoniser ou de créer une grille de priorisation pour venir choisir les cas d'usage les plus structurants, les plus importants. À titre d'exemple, l'un des cas d'usage les plus forts, c'est le développeur augmenté. Comme on est une entreprise orientée tech et très tech, aujourd'hui, le fait d'avoir des outils IA qui viennent aider les développeurs à mieux préparer leur code, à mieux l'écrire, le commenter, le tester, le pousser jusqu'à la production, parfois le corriger si jamais il y a une erreur. En fait, tout ce gain-là va avoir 2 bénéfices. Un, c'est un bénéfice quantitatif, c'est qu'en fait, on va livrer plus de choses en moins de temps. Un bénéfice qualitatif, parce qu'on va augmenter la fiabilité. Et un bénéfice RH, en fait, les salariés, les employés se sentent valorisés en leur mettant à disposition les outils les plus modernes et les plus à pointe en termes d'usage. Alors là, je vais me faire juste l'avocat du diable de petites secondes. Je suis développeur, je suis codeur. On me dit, je vais utiliser des super outils. Est-ce que la question de, OK, j'utilise un truc, mais potentiellement, je vais perdre mon job, est-ce que la question s'est posée ou est-ce qu'il y a eu une communication claire de la direction en disant, on y va, par contre, on ne supprimera pas des postes? Enfin, comment vous avez géré cette inquiétude qui est légitime? Est-ce qu'elle s'est posée ou pas? Et comment vous l'avez gérée? En fait, cette question, elle dépasse le cadre du développeur. Elle concerne l'entreprise dans sa globalité. Oui. En fait, l'arrivée de l'IA et quelle implication sur la charge de travail et sur l'emploi en lui-même. Oui. Évidemment, on a travaillé avec les instances sociales et la position de l'entreprise a été assez claire, c'est qu'on ne supprime pas de postes avec de l'IA, mais on les fait évoluer. C'est qu'en fait, quelque part, il y a certains postes, je dirais, qui ont beaucoup de composants de tâches répétitives. Ces postes-là vont voir leur périmètre se rétrécir. Et en fait, l'idée, comment on accompagne ces profils-là vers d'autres jobs et d'autres postes à plus grande valeur ajoutée. Et pour revenir au cas spécifique du développeur, en fait, l'IA ne remplace pas le développeur. Non. Elle vient l'augmenter. En fait, si elle le remplace, en fait, on va perdre le côté humain, on va perdre la singularité, on va perdre la question de la précision dans l'IA, parce que l'IA, elle peut halluciner. Bien sûr. Mais surtout, ça pose la question de la responsabilité. Parce que l'IA peut générer du code, mais à la fin, c'est un développeur, c'est un testeur qui va pousser ce code et qui va en prendre la responsabilité. Aujourd'hui, ça dépasse le cadre de développeur. C'est qui est responsable de quoi en termes d'action de l'IA. Cette question de l'ownership et de la responsabilité, elle est essentielle dans les discussions autour de l'IA. Et effectivement, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur leur job à l'ère de l'IA. Effectivement,
Et tu as complètement raison, il y a des périmètres qui vont se rétrécir, il y a des opportunités qui vont se créer. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que les opportunités ont du mal à émerger. Donc, on attend qu'elles émergent. On a beaucoup entendu parler du prompt engineer. Bon, OK, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais on a du mal un petit peu aujourd'hui à les voir arriver. Donc, le premier use case donc, que vous avez envisagé, c'est un cas d'usage, enfin une solution pour aider les développeurs sur toute la partie code. Et je trouve intéressant, effectivement, tous les indicateurs qui allaient vous permettre... En fait, c'est une recherche très mathématique, en fait. Vous avez fait des maths sur si on fait ça, on va gagner ça. Et en gros, c'est comparer les différentes options, les différents projets, en se disant on va là où le bénéfice, risque ou coût est le plus avantageux. C'est un peu ça. C'est exactement, nous on appelle ça la priorisation par la valeur. En fait, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Évidemment, tous les cas d'usage dans ce portefeuille sont tout aussi intéressants, mais comme on a des capacités limitées en termes d'exécution, c'est par où on commence et pour quel retour sur investissement. Et donc, l'idée, c'est de prendre ce premier cas d'usage qui est l'un des plus importants. Et aujourd'hui, il commence à être déployé dans le groupe. Le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui est la partie, pour moi, marketing, création de contenu, automatisation des campagnes, orchestration. Aujourd'hui, c'est vraiment l'un des cas d'usage les plus visibles, les plus forts, parce qu'historiquement, le marketing a toujours utilisé l'IA dans les algorithmes de décision, de ciblage. Et là, avec l'IA, on pousse le curseur un cran plus loin. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est comment générer de la valeur additionnelle par rapport à tout ce qui a été fait par le passé. Et aussi, qu'est-ce que l'IA, en termes d'impact, y compris sur le bilan carbone, peut apporter en plus par rapport à ces décennies de travail marketing. Je reste sur le marketing et la com ou la pub, je ne sais plus comment on l'avait appelé tout à l'heure. Tu me disais que effectivement votre environnement était très réglementé et que vous aviez mis en place une solution qui permet d'anticiper les questions de régulation. Tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, c'est l'un des cas d'usage les plus emblématiques pour notre métier. Effectivement, comme on a des contraintes réglementaires sur la manière de diffuser nos messages, sur les visuels, ce qu'on a le droit d'afficher ou ne pas afficher, sur quels mots utiliser ou pas. Donc, en fait, on est très limité, y compris dans la partie audio, dans les publicités à la radio et à la télé. Et chaque fois qu'on crée du nouveau contenu, on peut passer, je dirais, beaucoup d'itérations avec les régulateurs sur conforme, pas conforme. Parce que alors, le régulateur, pour ceux qui ne connaissent pas, tu m'as dit que ça s'appelait c'est Argel. Non, c'est plus l'ANJ, c'est l'Autorité nationale des jeux. Anciennement l'Argel. Ah, anciennement, donc je n'étais pas complètement à côté. Exactement. Et donc, c'est une entité qui est indépendante de la Française des Jeux et qui valide ou pas les campagnes selon des critères qui sont... pas toujours très clair. Si les critères sont très clairs, mais en fait, chaque fois, il y a des marges d'interprétation et de négociation. Et l'idée, c'est qu'au lieu de passer beaucoup de rounds de négociation, c'est de créer un outil qui vient sur la base de toutes les décisions et tout l'historique de ce régulateur. Tout de suite, je dirais, faire un premier échange, un sanity check, un système de vérification pour s'assurer que les éléments de contrôle sont validés et vérifiés. De telle manière, quand on va voir le régulateur, on est tout de suite dans le vif du sujet, on est tout de suite sur des choses beaucoup plus sur le fond et moins sur la forme. Ça permet de gagner en temps, en vitesse, en coût, et ça permet aussi d'éviter des allers-retours qui peuvent être un petit peu pénibles pour les équipes et des allers-retours. Donc c'est le premier des personas qu'on met en place. Et l'idée, c'est d'aller simuler d'autres personas dans l'entreprise. On pense même aussi à avoir des personas qui simulent des experts dans les réunions. Comme ça, quand je vais dans une réunion, j'ai un avocat dans la salle, j'ai un client, j'ai un directeur financier et je peux échanger dans cette réunion en ayant les bons interlocuteurs sans forcément mobiliser des ressources additionnelles. D'ailleurs, tu me disais que quand vous alliez faire l'information consultation auprès de votre CSE, l'un des projets sur un des cas d'usage IA, tu t'es amusé en amont à échanger avec, je ne sais pas quelle solution vous aviez, effectivement avec une solution qui te permettait d'aller mettre le doigt sur l'éventuel angle mort, sur les trucs qui n'étaient pas bien formulés. Du coup, tu as préparé l'information consultation avec les IA génératives ? Tout à fait. Et en fait, j'ai même fait la démonstration pendant
la présentation au CSE. Ouais. Évidemment, en tant que CSE, leur crainte est tout à fait légitime sur l'impact sur l'emploi. Sur l'emploi. Et donc, je leur ai dit, demandant à l'IA elle-même ce qu'elle en pense de la crainte sur l'emploi. Et la réponse de l'IA, c'est que évidemment, ça va avoir de l'impact, mais l'idée, c'est de porter les salariés vers des choses qui sont à plus grande valeur ajoutée et moins de tâches répétitives. Donc, la réponse était parfaite de l'IA, à tel point que certains ont pensé que c'était quelque chose qui était préparé, c'est rigolo, alors qu'il y avait une vraie prise de risque, parce que l'IA aurait pu répondre autre chose. Et si on avait posé la même question une deuxième fois, elle aurait eu à apporter une réponse qui est peut-être similaire, mais peut-être différente. Ok, c'est intéressant. Effectivement, ce que je trouve hyper intéressant, que ce soit dans le cas d'usage, le premier qu'on a partagé sur le code, que ce soit sur le deuxième, donc la com et la partie régulateur. Et le dernier là, de challenge, effectivement, sur une préparation d'information, consultation. Ce qui est intéressant, c'est pas tant les cas d'usage, c'est vraiment le processus. Et à chaque fois que j'entends effectivement des retours d'expérience comme ça me redonne encore plein d'idées en me disant, mais on peut encore faire ça, on peut encore faire ça. Et c'est ça que je trouve assez génial. C'est que sky is the limit, en fait, pardon pour l'anglicisme, mais le champ des possibles est énorme. Il suffit vraiment, et ça c'est une conviction, comme le fait que la productivité ne doit pas être l'objectif, mais le résultat. Mais j'ai une vraie conviction, c'est que l'IA, augmentée par de la créativité, peut vraiment pousser très loin. Créativité, c'est juste le fait tu prends un sujet, tu le regardes différemment, et par conséquent, tu vas l'aborder différemment dans les solutions. Et l'IA va nous permettre de mettre en place des solutions qu'on ne pouvait pas mettre en place avant, parce que techniquement, on a des choses qui sont plus possibles aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Donc, on a parlé de ces 3 cas d'usage. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup. Et en même temps, il va nous faire la transition avec la partie d'après je vous avais promis qu'on allait parler d'éthique et d'IA responsable, parce que Rachid a plein de choses à nous raconter sur le sujet. Le dernier cas d'usage que j'aime beaucoup pour de la prévention des joueurs, puisqu'il y a un vrai risque d'addiction. Donc, tu peux nous en dire plus ? Alors, en fait, le jeu responsable est en fait... Et la lutte contre le jeu des mineurs et le blanchiment d'argent, c'est le revers de la médaille d'une croissance maîtrisée du groupe. Donc, quelque part, notre business n'est soutenable que si on prend des engagements fermes et quotidiens dans cet aspect-là. Et l'IA est un atout incroyable, parce qu'elle va nous permettre de détecter, je dirais, des patterns, des motifs, des schémas, que ce soit des schémas de fraude qui avant étaient inaccessibles à notre capacité de calcul en tant qu'être humain, soit des schémas de comportement des joueurs. Donc, les schémas de fraude, c'est les croisements de données importantes entre des points de vente, entre des transactions, pour essayer de trouver est-ce qu'il y a des motifs qui se répètent à tel et tel endroit. Et ça permet de détecter des signaux faibles. C'est en fait, quelque part, les grands schémas. Ça met le doigt sur un truc, après il faut aller vérifier, mais ça met le doigt sur un truc. Tout à fait, c'est exactement là. Et en fait, c'est là où on est vraiment... c'est vraiment très, très puissant. Ces signaux faibles, jusqu'à maintenant, étaient presque du ressort de l'intuition, à la limite de l'intuition. Elle permet de les atteindre à cette frontière-là. Donc, c'est absolument incroyable comme solution. Et la partie joueur à risque, l'idée, c'est qu'en temps réel, on puisse détecter les comportements, les mouvements des joueurs, la manière de jouer. Est-ce que le jeu devient de plus en plus accéléré? Est-ce qu'il y a une fréquence qui s'accélère? Quel est le profil de ce joueur? Est-ce qu'il est toujours dans un mode récréatif? Est-ce qu'il est en train de dériver vers un profil un peu plus à risque? Et tout de suite, venir porter des actions en temps réel pour contenir cette potentielle dérive du joueur. Donc l'idée, c'est en même temps lutter contre la fraude et en même temps garder le jeu dans une zone, ce que j'appelle une zone safe pour le joueur. Et je donne un exemple, un cas d'usage qui est assez, qui me frappe le bien en préparation. C'est le cas d'usage de la prévention des mineurs. Il y a une entreprise australienne qui s'appelle Need Demand, avec une solution qui s'appelle Border Edge, où on met juste sa main devant la caméra et avec le mouvement du pouce, on sait si on est mineur ou pas, à 99%. Et c'est un cas d'usage assez incroyable. Génial! C'est un cas d'usage assez incroyable parce que ça mêle la recherche médicale et physiologique, des contraintes réglementaires, il faut qu'on détecte des mineurs, et de l'intelligence artificielle. Et c'est la fertilisation de 3 domaines de sciences
complètement différents qui viennent apporter une solution, comme tu le dis à l'instant, totalement innovante. Jusqu'à maintenant, on a demandé des pièces d'identité, des passeports, des problèmes. Ou alors, il suffisait de cocher le j'ai 18 ans, on l'a tous vu ça. Voilà. Plus, si on doit vérifier absolument l'âge, on doit demander la carte d'identité, il faut la garder, la durée de protection des données personnelles. Et là, juste avec une solution innovante sur la base de l'IA, les mouvements d'une main, tout de suite, valider que la personne a plus de 18 ans et donc elle est capable de jouer. Je trouve ça génial. Et en même temps, là où tu as raison, effectivement, sur le fait de regrouper 3 domaines scientifiques. Et quand tu parlais effectivement des 2 derniers use cases sur la gestion, le repérage des fraudes et sur le repérage des potentiels schémas addictifs, c'est la puissance de la data, en fait. Cette data, on avait de la data avant, mais on n'avait pas la capacité de l'exploiter. Et là, tu es en train de me dire qu'avec toute cette data, on arrive à faire des choses quand même assez incroyables. Oui, et j'ajouterais le bien, mais ça, je fais une petite digression exprès. C'est qu'au fait, aujourd'hui, je reste convaincu que l'IA générative, c'est un nouveau chapitre structurant, mais c'est aussi la matérialisation d'une promesse originelle d'Internet. En fait, Internet, quand il a été construit, c'était la mise en commun de réseaux et la mise en commun des connaissances. Et en fait, aujourd'hui, cette mise en commun de la connaissance, c'est quelqu'un qui interroge une IA générative pour avoir une réponse sur la base de toutes les connaissances cumulées. Et donc, je trouve ce point d'inflexion, je dirais, technologique, à un moment très particulier. En même temps, il matérialise la promesse originelle d'Internet et en même temps, il ouvre la voie et le chapitre à une nouvelle ère qui va être riche, incroyable et qui va être structurante pour nous tous dans le domaine privé, mais aussi professionnel. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je disais tout à l'heure, sky is the limit. Après, effectivement, l'IA, on peut l'utiliser pour le meilleur et pour le pire. Là, on a quand même 2-3 exemples assez sympas. Après, on sait que le jeu, c'est risqué. Bon. On est en train de, je vois les auditeurs, enfin, j'imagine qu'ils nous disent bah oui, mais ils vendent des jeux et en même temps ils nous disent qu'il faut pas trop jouer. Bah oui, c'est comme ça. Plus sérieusement, là je voudrais qu'on aborde la dernière partie de notre discussion sur les IA, enfin la partie éthique et responsable de l'IA. Tu m'as dit que tu étais au conseil d'administration de Positive AI. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous y faites ? Qui est dans ce regroupement ? Et voilà. Et c'est quoi pour toi une IA éthique et responsable ? Je t'ai fait un gros bloubli-boulga. Vas-y, c'est pour toi. Et ce sujet va vraiment nous intéresser parce que on a un vrai enjeu. Voilà. Alors, le bien, moi, j'utiliserai la phrase de Batman qui dit avec de nouvelles possibilités viennent de plus grandes responsabilités. Ouais. Donc, ça s'applique totalement à l'IA. Oui. Ça fait partie du progrès, mais en fait, l'IA pose pas mal de risques. Il y a des risques de protection des données, des fuites, des risques cyber. Il y a des risques opérationnels. En fait, si les systèmes sont pilotés par de l'IA, il y a un risque d'interruption, il y a un risque d'erreur. Il y a des risques éthiques en introduisant des biais sur la manière dont les IA se comportent. Donc, il y a un ensemble de risques, mais ça n'enlève pas au fait que ça reste un formidable outil de progrès qu'il faut maîtriser. Et pour maîtriser cet outil-là, il faut mettre en place des garde-fous, il faut mettre en place des mécanismes de vérification, de contrôle de cette IA sur le bon usage, sur la bonne utilisation, sur l'absence de dérive de l'IA, sur le modèle d'apprentissage. Et donc, tous ces sujets-là sont vraiment fondamentaux. Et on ne peut pas les traiter a posteriori une fois qu'on a construit les systèmes. Donc, quelque part, comme on dit en anglais, désolé pour l'anglicisme, by design, en fait, dès la conception, il faut embarquer ces problématiques. C'est pour ça que nous, dans nos modules de formation, y compris le premier niveau, on a toujours un volet sur la partie éthique et responsabilité pour rappeler que c'est une dimension fondamentale et structurante de l'IA. Et la Française des Jeux s'est engagée au sein de l'association Positive AI pour promouvoir une IA responsable, éthique, calibrée au plus près aux besoins de l'entreprise et pour promouvoir un rôle positif de l'IA au sein de la société. Évidemment, ce rôle-là, il est à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, dès qu'on dérive, on dévie de cet objectif-là, on peut se retrouver dans des impasses en termes de mauvaise utilisation de l'IA. On le voit aujourd'hui, en fait, il y a pas mal d'IA, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui sont complètement débridés, qui arrivent à des comportements contraires à l'éthique et à la morale.
Et nous, en tant qu'engagement au sein de Positive AI, mais comme au sein de FDJ United, c'est comment faire de l'IA un acteur important, mais toujours sous contrôle et toujours en gardant l'homme dans la boucle. On dit human in the loop, c'est garder toujours l'homme dans les schémas de décision, dans les schémas de validation, et pour être sûr que les choses ne nous échappent pas et qu'on ne parte pas vers des choses totalement indésirables. Donc j'invite toutes les entreprises à rejoindre cette association, à contribuer, à échanger les bonnes pratiques, les bonnes façons d'utiliser tel ou tel outil, la manière de le calibrer, quelles sont les bonnes manières pour implémenter un agent, comment on limite l'utilisation des données, comment on vide les données au bout d'une certaine durée. Donc toutes ces questions-là doivent être adressées le plus tôt possible, parce qu'après, ça sera trop tard. Après, c'est tard. Qui est dans cette association-là? Donc, il y a la Française des Jeux, mais quel type d'organisation? En fait, c'est des grands groupes français. Je cite par exemple Orange, Alliance, le BCG. Donc, tous ces groupes-là sont regroupés dans cette association pour mener un travail de fond et de partage d'expérience sur le sujet. Et évidemment, chaque entreprise a un angle qui lui est propre. Bien sûr. Mais on est tous confrontés la co-construction. À la dimension éthique de l'IA. C'est quand je pose une question, quelle est la validité de la réponse, quelle est sa portée juridique, quelle est la part de la responsabilité, est-ce qu'on peut prendre des actions sur la base de cette réponse-là, quel poids va avoir l'IA dans l'entreprise, à quel point je l'insère dans mes processus critiques. Donc, c'est des questions assez vertigineuses quand on s'y penche. Rachid, j'ai pas oublié, on a dit tout à l'heure qu'on allait parler de IA et charge cognitive. Ça fait 3 fois qu'on passe à côté et là, je tiens absolument à ce qu'on aborde le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, l'un des arguments en faveur de l'adoption de l'IA, c'est le fait de décharger les salariés et des employés des tâches répétitives pour qu'ils se focalisent à des charges plus complexes du point de vue cognitif. Et si on pousse le raisonnement plus loin, et si l'IA peut décharger l'ensemble des tâches répétitives, un employé, un salarié va avoir une journée très intense intellectuellement et qui peut à la longue devenir très fatigante et très pénible pour lui. Donc ça pose la question de la soutenabilité des activités qu'on fait dans la journée. Une journée de travail, c'est des hauts et des bas. Il faut trouver le bon équilibre et il faut que l'IA trouve sa bonne place dans une journée de travail avec le bon niveau de rythme. Donc c'est vraiment une question qui se posera dans les prochaines semaines, mois et années sur l'équilibre entre humain et IA dans la journée de travail en termes d'intensité intellectuelle. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, dans la journée, il y a des moments où on est sur des tâches très complexes qui demandent du focus. Et c'est cool après d'aller faire un truc où tu réfléchis pas. Tu le fais un peu en mode automatique. On peut comprendre que ces tâches, elles vendent pas du rêve à tout le monde. Par contre, j'ai souvenir d'avoir reçu ici Pierre Manclot qui nous disait « Moi, j'adore faire ma compta parce que je réfléchis pas, je saisis des trucs. » Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire demain si on se dit effectivement que toutes les tâches où on est en mode pilote automatique peuvent être déchargées? Est-ce qu'il faut se dire que c'est pas parce que c'est IAisable qu'il faut IAiser, c'est pas parce que l'IA peut le faire qu'il faut le lui donner? Mais en même temps, les entreprises qui vont avoir un rapport un peu héroïste au sujet vont te dire je veux pas que tu passes 2 heures à faire un truc que l'IA peut faire en 1 heure. Comment on arrive à jongler dans ce truc-là? Est-ce que tu aurais des... Honnêtement, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Voilà, pour être transparent, c'est une question qui se pose, qu'on se pose tous, qui a été posée par les instances sociales de l'entreprise, mais à laquelle on n'a pas encore la réponse. Ouais, parce que c'est vrai qu'on nous vend effectivement un équilibre vie pro-vie perso. En gros, dès lors qu'on s'est libéré de certaines tâches, on va avoir du temps. Bon, aujourd'hui, il est clair qu'on n'a pas le temps parce que même ceux qui utilisent beaucoup les IA génératives et l'IA au sens large, les gains de productivité ne sont pas encore là. Le temps gagné, on est plus dans la phase de on perd du temps pour en gagner plus tard. Malgré tout, la charge cognitive, c'est un vrai sujet. Et cet entre-deux, il va être difficile, j'imagine, à trouver, mais on ne va pas avoir le choix. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à date, on navigue encore à vue. Exactement.
Et mon Dieu, mais on pourrait terminer dans 3 heures, en fait, tellement il y a des choses à dire mais là-dessus. Je suis un peu frustrée. Mais écoute, le sujet, il est passionnant. Merci déjà d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. Moi, je retiens de notre échange, effectivement, l'ambition de la Française des Jeux d'embarquer 100% ou à minima de former, acculturer 100% de ses équipes. Je retiens effectivement votre méthode mathématique pour choisir les bons cas d'usage. Je trouve ça intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu nous l'as précisé. Je retiens effectivement ce que tu nous as partagé sur la partie IA responsable et éthique, parce honnêtement, les entreprises déjà ont du mal à aller vers l'IA. Quand elles y vont pas toujours bien accompagnées. Et surtout, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. Et sur la partie éthique et responsable, c'est certainement la partie qu'en entreprise, on maîtrise le moins. Et il y a un vrai enjeu, donc, et de sensibiliser les collaborateurs, mais j'ai quand même le sentiment que la sensibilisation des collaborateurs, c'est la goutte d'eau, alors que le gros sujet, c'est plus dans les choix qu'on fait, dans les décisions stratégiques, dans les outils qu'on implémente, dans la façon dont on les implémente, dans la façon dont on met à jour les datas. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en place, bien au-delà de la simple sensibilisation des collaborateurs. Et je pense que là-dessus, on a tous un gros travail de compréhension et d'aller comprendre vraiment ce qui se joue. Et je pense encore aujourd'hui, on passe un petit peu à côté du sujet, mais on y vient, après on apprend. Et moi, j'aime bien le use case que tu nous as partagé sur la partie prévention pour les joueurs. J'aime bien, voilà. Et puis je retiens le petit pouce, je trouve ça rigolo. Donc, un grand merci de nouveau. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses, donc c'était chouette. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aller regarder les épisodes précédents. On a des super épisodes sur l'IA Act, sur la data, sur la transfo. On a des choses qui arrivent dans mes prochains invités. Je spoil un peu, mais c'est pas grave. Je reçois prochainement Mathilde Lecause, ex-DRH de Mazars. Je reçois Daria. Le nom de famille, oh mon Dieu, pardon Daria. Donc Daria, elle est top voice légal IA sur LinkedIn. Je crois que le nom de famille, c'est Viktorova. J'ai déjà du mal avec les prénoms, alors que le nom de famille... bon, pardon Daria, tu m'en veux pas. Et plein d'autres invités qui viennent. Et on a un épisode original dans lequel je prendrai la parole seule pour répondre à beaucoup des questions que vous vous posez. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn, me suivre. Je partage énormément de contenu sur le sujet. Et si vous avez envie de rejoindre une communauté de RH et d'experts qui partagent leur retour d'expérience, n'hésitez pas à regarder dans le résumé YouTube. Vous aurez le lien pour rejoindre la communauté Besoin de rien, envie d'IA. Et si vous avez envie de rejoindre Positive AI, je pense que tu as l'adresse le site internet, on a une info à donner. Non, il suffit de taper Positive AI dans un moteur de recherche et on tombe sur le premier lien. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Leblanc.